Alors, juste vous dire, on espère que cette conférence vous apportera quelques réponses parce que certains curieux sont là en se disant, mais les compétences de vie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient en faire? Et pourquoi est-ce qu'on en parle sur le forum? Et pourquoi est-ce que Michel Develay vient nous parler des compétences de vie? C'est un vaste sujet, c'est un grand sujet, c'est, j'ai envie de dire, le sujet qui, je l'espère, nous accompagnera et vous accompagnera une bonne partie de l'année prochaine parce que cette session, ce n'est que la première porte d'une série que Michel Develay ouvrira avec nous, Mission laïque française, sur le forum dès la rentrée prochaine. Donc, à la fin, on fera un petit tour d'horizon avec deux personnes qui vont vous accompagner, donc Michel et puis Marc. Marc Zemouche, tu es là? Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour Julie, bonjour Michel. Bonjour, bonjour, bonjour. Il fera partie des accompagnants et des accompagnateurs de la communauté des compétences de vie. Je m'arrête là et puis la parole est à vous, Michel Develay, si vous voulez ajouter quelques éléments ou commencer votre conférence. Mais je pourrais chercher à répondre à vos deux interrogations, Julie, mais je pense que je vais le faire au fur et à mesure que mon exposé va exister. Et puis, nous avons convenu d'un exposé qui durera à peu près trois quarts d'heure, de manière à avoir un temps d'échange ensuite. Alors, effectivement, cette idée des compétences de vie, des life skills, comme disent les anglo-saxons, est relativement récente dans le champ de l'école. Et si on regardait peut-être en suivant, Julie, les questions qui se posent aujourd'hui à l'école, ça semblerait être une question annexe. En fait, des truismes, aujourd'hui, le système scolaire, quel qu'il soit, sont traversés par des questions qui sont des questions difficiles, des questions qui renvoient effectivement à des problèmes nouveaux. Donc, tout à la fois, allons-y, Julie, tout à la fois en lien avec les savoirs disciplinaires. Je recevais hier un message de la part d'une conférence qui va avoir lieu prochainement et qui pose la question des curricula. Je crois que c'est une évidence. Aujourd'hui, il y a un décalage entre les disciplines dans leur structure, dans leur épistémologie, et les questions qui se posent en dehors de l'école. Et autant hier, il y avait en quelque sorte un rabattement des questions sociétales et des disciplines scolaires, autant aujourd'hui, cette question est posée, la question des curricula. Et à travers la question des curricula, la question du rapport au savoir. C'est à mon sens une des deux grandes questions qui se posent dans les systèmes scolaires. La première, c'est celle du rapport au savoir, et la deuxième, c'est celle du rapport à la loi. Comment l'école peut-elle être un lieu d'éducation et pas simplement d'instruction, et comment se comporter par rapport à des intérêts, par rapport, le cas échéant, à des violences. La troisième question que je vois poindre, et peut-être plus précisément dans le cadre de la MLF, c'est la question de l'identité des établissements. De plus en plus, les établissements sont à la recherche d'une particularité qui les singularise et qui, en définitive, leur confère une identité et non pas, en quelque sorte, les renvoie et ne les renvoie pas, en quelque sorte, à l'uniformité des établissements scolaires. Et alors, les réponses sont inédites, elles arrivent en vrac. Elles arrivent en vrac. La philosophie à l'école. Aujourd'hui, la philosophie à l'école existe beaucoup. À l'école maternelle, par exemple, j'étais il y a peu dans une classe de grande maternelle où la question que posait la maîtresse, c'était quelle différence y a-t-il entre un ami, un frère et un copain? Alors, c'est une philosophie orale, la philosophie écrite avant d'être orale, mais c'était un bon moment de réflexion des élèves. De la même manière, la question de la culture des établissements est une réponse inédite aux questions que j'évoquais précédemment. Et quand on regarde la littérature, alors pas la littérature française, parce que le terme n'existe pas dans le système éducatif français où on parle de compétences transversales, mais dans les littératures de par le monde, aujourd'hui, on parle des compétences de vie, des life skills. Donc, pourquoi les life skills? Pas simplement
parce que c'est une question qui est une question d'actualité quand on s'interroge sur le fonctionnement des établissements, pas simplement parce qu'on pense qu'elle peut être cette problématique à même de répondre à un certain nombre de questions nouvelles qui se posent à l'école, mais parce que, d'une manière générale, elle peut aider et faciliter, en quelque sorte, les apprentissages scolaires. Alors, répondons très rapidement à la question, qu'est-ce qu'une compétence de vie? On va avoir l'occasion d'y revenir. Les anglo-saxons différencient ces trois termes, les hard skills, les soft skills et les life skills. Hard skills sont les compétences techniques qui caractérisent un métier. On dirait que, ma foi, un enseignant doit maîtriser les savoirs à enseigner et les savoirs pour enseigner, ça ce serait les hard skills. Les soft skills, ce sont ces compétences douces, c'est en définitive ce qui particularise peut-être chacun de nous. Ce qui particularise chacun de nous. Et les life skills, ce sont les compétences dont l'école peut se charger. Alors, on le voit, le terme skill est un terme qui, en anglais, se traduit par aptitude, talent, habileté, capacité, savoir-faire, disposition, potentiel, et plus largement par le terme de compétences. Donc, les life skills, les compétences de vie, que l'on traduit en France par le terme de compétences transversales, mais aussi par parfois le terme de compétences socio-émotionnelles, par le terme de compétences, alors c'est très jargonnant, de compétences psycho, socio, épistémiques. Mais cette trilogie est intéressante. C'est-à-dire qu'un élève, ce n'est pas simplement un être cognitif. Un élève, ce n'est pas simplement quelqu'un qui maîtrise le savoir d'une discipline. C'est un être, évidemment, c'est un enfant avant d'être un élève. C'est un être qui a une histoire familiale. C'est un être psycho, socio, épistémique. On ne va pas en parler, mais je pense à des travaux auxquels j'ai pu participer. On s'aperçoit que les élèves qui réussissent à l'école sont les élèves qui ont entendu sans que les mots soient prononcés, mais compris un propos de père, de grand-père, d'oncle, auquel il croit et qui leur a dit un jour, mon fils, tu pourrais être différent de ce que je suis, tu continueras à être mon fils. Pour réussir à l'école, faut accepter de réussir, et pour accepter de réussir, il faut avoir entendu inconsciemment, très fréquemment, l'idée qu'on peut échapper en quelque sorte à un environnement psychosociologique pour devenir ce que ne sont pas les parents. Et puis, bon, évidemment, l'idée de life skills renvoie donc, vous voyez, à cette trilogie, considérer l'élève comme un être psychologique, sociologique et évidemment un être épistémique. Rappelons que épistémé en grec, c'est la science. Être épistémique, on pourrait dire aussi cognitif au sens restreint. Alors, compétences de vie, voilà. Ce sont des compétences transversales. Si on dit transversales, c'est qu'elles ne sont pas spécifiques à une discipline déterminée. Si on dit transversales, c'est qu'elles sont adisciplinaires. Et ce sont des compétences de vie. Alors, le terme est joli parce que les compétences de vie, ce sont les compétences tout à la fois pour vivre et ce sont à la fois des compétences pour toute la vie. Et ces compétences de vie dont on va voir avec la diapo suivante qu'elle renvoie, par exemple, dans le système éducatif québécois, à 10, les Québécois ont convenu de 10 compétences de vie. Savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions. Alors, vous voyez, ces 10 sont par couple, parce que la grande difficulté au plan théorique, c'est de segmenter en quelque sorte nos modes de pensée et de considérer qu'il soit possible, en quelque sorte, de savoir résoudre des problèmes, que l'on soit évidemment en mathématiques ou que l'on soit dans quelque discipline que ce soit. Dans quelque discipline que ce soit. J'étais au Maroc avec des élèves de collège qui étaient confrontés à la question, dans notre village, si on avait, en dehors de l'artisanat, une petite usine à faire exister,
laquelle pourrait-elle être? Vous voyez, c'est une situation de résolution de problèmes, résoudre des problèmes. Les mathématiciens se sont emparés de ce terme, mais cela existe dans toutes les disciplines. Alors, particularité des Québécois par rapport aux compétences de vie, c'est qu'ils les ont chaînées. Ils les ont chaînés, vous voyez, savoir résoudre des problèmes va pour eux de pair avec savoir prendre des décisions. Pour résoudre un problème, il faut à un certain moment, évidemment, apporter une réponse à une question à laquelle on est confronté. Et donc, par là même, savoir résoudre des problèmes, en même temps, c'est savoir prendre des décisions. Les deux autres qui font actuellement florès dans la littérature en termes éducatifs, c'est développer la pensée créative et en même temps développer une pensée critique. Pour développer une pensée créative, c'est une pensée qui, d'une certaine manière, est originale à un moment déterminé. C'est une pensée qui retravaille des évidences. Et la créativité, elle s'accompagne, en quelque sorte, de la capacité à se mettre à distance de l'existant. C'est la raison pour laquelle les Québécois ont rapproché pensée créatrice, pensée critique. Savoir communiquer efficacement à travers tous les modes de communication, et on ne pense pas seulement à l'écrit, là, mais on pense aussi à l'oral, mais on pense pourquoi pas au gestuel, et donc ils l'ont rapproché d'être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie, savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. Alors où est-ce qu'on en est? Je suis en train de dire, finalement, s'intéresser aux compétences de vie, c'est s'intéresser à tous ces comportements, à toutes ces attitudes dont on va voir dans un instant qu'elles sont à l'œuvre à travers des apprentissages scolaires. Ce ne sont pas des à côté, ce ne sont pas des plus, c'est au centre des apprentissages scolaires. C'est-à-dire que pour réussir dans certaines disciplines, eh bien, ma foi, avoir de l'empathie, c'est important. Développer une pensée critique, c'est important. Alors, si je résume, pourquoi s'intéresser aux compétences de vie? Je répondrai de trois manières, Julie. S'intéresser aux compétences de vie, c'est prendre en compte, et je parlais tout à l'heure de l'élève considéré comme un être psycho-socio-épistémique, c'est prendre en compte l'élève pas simplement comme celui qui a une note, c'est pas simplement un être qui a une note, c'est un être pris en compte dans sa globalité et donc dans sa complexité, mais pris en compte pas simplement pour relever ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable, mais pour s'appuyer sur ses potentialités. Et puis, alors quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est que considérer les compétences de vie, ces compétences, c'est-à-dire ces savoir agir, et peut-être y reviendra-t-on, c'est savoir agir réfléchi, c'est la manière dont je définis pour ma part une compétence. Une compétence, ce n'est pas une connaissance. Une compétence, c'est de l'ordre du procédural. Ce n'est pas simplement de l'ordre du déclaratif. Une compétence, je disais, c'est un savoir agir, mais c'est un savoir agir réfléchi. Je ne sais pas quel exemple prendre, un sauteur à la perche est compétent, pas simplement parce qu'il franchit une barre, mais parce qu'il est capable d'expliquer comment il l'a franchi et ce qu'il faudrait faire pour qu'il franchisse une barre plus importante. Si je me mets à bricoler, ma foi, savoir agir, réfléchir, ce n'est pas la capacité simplement à reproduire, c'est la capacité à expliquer comment je fonctionne. Et donc, ce qui se joue à travers le couple socialisation, individuation, c'est l'idée qu'une compétence de vie, donc c'est à côté des connaissances, mais qui sont nécessaires pour maîtriser, pour utiliser des connaissances au plan scolaire, mais qui sont nécessaires dans la vie de tous les jours. Ces compétences de vie, en quelque sorte, aident d'une part un élève à prendre conscience de lui-même, de ce qu'il sait, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il ne sait pas faire, et d'autre part, vous voyez,
Par exemple, une compétence de vie extrêmement importante à l'école, c'est la coopération. Aide un élève, d'une certaine manière, à se socialiser. Et individuation, dont on parle trop peu, je n'ai pas dit individualisation, j'ai dit individuation, se sentir acteur de son existence, individuation, avoir confiance en soi, avoir une estime de soi suffisante, c'est aussi une des finalités de l'école. Et une finalité de l'école, c'est d'une certaine manière prendre conscience de soi à travers la prise de conscience des autres. Nous savons bien que nous existons à travers le regard que les autres portent sur nous. Alors, de sorte que les deux, si j'essaie de me mettre à distance de ce que je viens de dire, et puis dans un instant, je vais l'illustrer à travers des apprentissages disciplinaires, si j'essaye de me mettre à distance de ce que je viens de dire, les compétences de vie, qui sont des compétences transversales, parce qu'elles sont adisciplinaires, qui sont nécessaires pour réussir des apprentissages scolaires. Et évidemment, en disant cela, je ne gomme pas l'importance extrême des connaissances, l'importance extrême de l'épistémologie des disciplines, c'est-à-dire de la capacité à trouver, à retenir les structures des disciplines. C'est quelque chose de fondamental, ça. Juste, je m'arrête 20 secondes. Je veux dire que à l'université, j'avais un cours qui s'appelait épistémologie des sciences de l'éducation. Et je posais la question aux élèves, aux étudiants, qu'est-ce que c'est que les mathématiques? Et des mathématiques, ils avaient connu des maths, depuis la maternelle grand jusqu'en terminale. Qu'est-ce que c'est que les mathématiques? Et la réponse qui arrivait, c'était l'algèbre, la géométrie, la trigonométrie, les probabilités pour les plus avancés d'entre eux. Mais pourquoi tout ça, ça s'appelle mathématiques? Je veux dire être capable de faire la différence entre la biologie et la physique, être capable simplement de dire la biologie s'intéresse à la structure de la matière vivante, alors que la physique s'intéresse à la connaissance de la structure de la matière inerte, ces grandes caractéristiques des disciplines, ces structures des disciplines, elles sont rarement enseignées. Et la grande différence entre un prof et un élève tient au fait que l'élève, on lui enseigne des petits bouts de la discipline, mais sans lui donner parfois la compréhension de la structure de la discipline. Je referme cette incise, cette parenthèse. Je suis simplement en train de dire une compétence de vie, c'est tout ce qui accompagne la compréhension, la maîtrise, l'appropriation de savoirs disciplinaires, et accordons beaucoup d'importance au savoir disciplinaire, accordons beaucoup d'importance à la compréhension des structures disciplinaires, mais en même temps, convenons, et je vais chercher à le montrer, que chaque fois qu'il y a apprentissage, il y a mise en route d'un certain nombre de compétences de vie. Donc tout ça conflue autour de deux questions, autour de deux réflexions. Et merci Julie de m'avoir suggéré le livre de Gabriel Alperne, Tous Centaures. C'est l'idée d'hybridation. En fait, je crois que une manière de penser les compétences de vie, c'est de penser l'hybridation entre les compétences disciplinaires et les compétences de vie, et d'autre part la transversalité. Tout ce que je dis, en fait, peut confluer autour de ce point de vue que je cherche à défendre. L'école est un lieu d'hybridation entre, d'une part, la maîtrise de contenu disciplinaire, de connaissances disciplinaires, et d'autre part, la maîtrise de compétences de vie. Et cette réalité-là, ça n'est pas la réalité d'une discipline, c'est la réalité de toutes les disciplines qui renvoient à l'idée de transversalité, d'ailleurs aussi, quel lapsus de transdisciplinarité, trans à travers, versatilis, mobilité. La transversalité, c'est ce qui est mobile
à travers la diversité. Alors, je vais maintenant chercher à montrer comment cette question des life skills est présente dans d'autres systèmes éducatifs. Je passe très vite parce que ça n'a pas un intérêt particulier. Voilà pour le Japon. Le Japon définit 3 axes qui caractérisent, selon lui, la force de vivre. Vous voyez, compétences pour vivre, force de vivre, et en regard, les piliers de chaque axe, nous en ferions des compétences de vie. Faire en sorte qu'à l'école, les enfants aient la capacité à prendre des décisions et à faire des choix, comme le 3e, la capacité à planifier, la capacité à partager, à communiquer. Voilà. Je passe très rapidement, simplement pour illustrer de manière un peu exotique que l'idée des compétences de vie, c'est une idée qui est très, très largement répandue aujourd'hui dans les systèmes éducatifs. Pour passer à la diapo suivante, autour de laquelle je travaille plus particulièrement dans le cadre de l'UNICEF et dans le cadre du MENA, Middle East and North Africa, enfin Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ce modèle-là est très intéressant. Ce modèle de l'UNICEF, alors vous voyez, les compétences de vie, c'est la couronne extérieure, créativité, pensée critique, résolution de problèmes, coopération, négociation, etc. Et l'UNICEF est arrivé à ce modèle à partir de 4 ensembles qui lui paraissent constituer des compétences de vie. L'ensemble des compétences qui facilitent les apprentissages. Et ils en ont, et l'UNICEF en a identifié 3. Créativité, pensée critique, résolution de problèmes. Mais bien que c'est non disciplinaire, ça. Des compétences de vie qui sont importantes pour l'employabilité. Dans un instant, on va voir que dans l'enseignement supérieur, l'idée de compétences de vie est présente aussi. Aujourd'hui, du reste, quand on s'intéresse à la manière dont les DRH, les divisions de relations humaines, embauchent des personnes à un certain niveau, ces jeunes diplômés possèdent les mêmes diplômes, donc on s'intéresse à autre chose, et ce à quoi on s'intéresse, les soft skills dont je parlais tout à l'heure, à quoi on s'intéresse, c'est la capacité à coopérer, la capacité à négocier, la capacité à prendre des décisions. Donc l'UNICEF a considéré que les compétences de vie pouvaient se décliner à partir de 4 entrées: apprentissage, employabilité, développement personnel et l'idée d'une citoyenneté active, l'importance à accorder à l'empathie, à la participation, au respect de la diversité. Vous voyez, des termes comme empathie, résilience, alors c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, dans le monde du travail, alors là, il s'agit d'un travail, je ne vais pas citer les auteurs, Solveig Houdet, j'ai oublié le nom de la 2e personne qui a travaillé avec Solveig Houdet, qui était une de mes étudiantes en thèse. Elles se sont intéressées, ces 2 maîtres de conférence, aux recherches des compétences de vie qui étaient le plus prisées dans le monde du travail. Et voilà ce qu'elles ont identifié, vous voyez, communication écrite, communication orale. C'est-à-dire que quand on embauche quelqu'un, eh bien, ma foi, il n'y a pas que son diplôme qui importe, il n'y a pas que ses qualifications qui sont conférées par ce diplôme, mais il y a aussi la pensée critique, mais il y a aussi l'empathie, l'autonomie, la convivialité. Voilà. Donc, où est-ce que j'en suis? Je suis en train de dire, finalement, que les compétences de vie, vous voyez, c'est un problème qui est au centre de l'école, c'est un problème beaucoup plus général, et c'est un problème qui, en définitive, peut se résumer, comme tout à l'heure, j'ai parlé d'hybridation et j'ai parlé de transversalité. Je crois qu'on est au cœur d'un autre couple. Cet autre couple, Julie, c'est le couple compétences disciplinaires, compétences de vie. En définitive, comment, en tant qu'enseignant,
en tant que chef d'établissement, je peux chercher à mettre en place, alors je suis un peu ambitieux en le disant de la sorte, je peux chercher à mettre en place des apprentissages réussis dès lors que je m'intéresse aux compétences disciplinaires. Je suis prof d'espagnol, je suis prof de physique. Quelles sont les compétences disciplinaires que mes élèves, au niveau où j'enseigne, au lycée, à l'école primaire ou au collège, doivent maîtriser? Et d'autre part, quelles sont les compétences de vie simultanément qu'ils doivent maîtriser? Alors, il était fait référence tout à l'heure à une suite de conférences. Là, j'essaye d'illustrer très largement l'idée de compétences de vie. Si vous en êtes d'accord, si vous êtes intéressé, on se retrouvera. Julie nous dira quand tout à l'heure à la rentrée de septembre et on pourra se retrouver autour de questions fortes. Par exemple, un premier carrefour que je suggérerais, c'est-à-dire, ma foi, à travers l'analyse de différentes typologies de compétences de vie par rapport à la réalité de votre environnement, quelles sont celles qu'il convient quelles sont celles qui seraient les plus intéressantes pour vous, pour le primaire, pour le collège, pour le lycée? Sont-elles identiques à ces trois niveaux? Identiques avec évidemment des différences. Si on retenait comme compétence de vie l'autonomie, par exemple, l'autonomie d'un élève de maternelle et l'autonomie d'un élève en terminale renvoient sous le même terme, compétence de vie, à deux réalités. Donc voilà, un premier, je l'ai nommé carrefour, une première interrogation que l'on pourra conduire en commun. Voilà, je pense avoir illustré rapidement l'idée de compétence de vie, mais on ne peut pas penser que l'on va développer chez les élèves la créativité, l'esprit critique, la coopération, l'autonomie ou la résilience sans s'interroger sur la pédagogie adéquate. Et on voit d'emblée, je crois que cette pédagogie, d'une part, renvoie à l'idée d'une pédagogie active. Alors, il faudrait prendre le temps de s'expliquer sur le terme d'activité. Je le résumerai, moi, par trois vocables. Une pédagogie, c'est une pédagogie de l'activité. Je trouve d'ailleurs que c'est une très belle interrogation qu'on peut avoir quand on est enseignant. C'est de se dire, l'heure qui vient de se terminer, comment les élèves ont-ils été actifs? Comment j'ai cherché à les rendre actifs? Les trois termes, activité, réflexivité, transfert. Réflexivité, est-ce que je les ai aidés, en quelque sorte, à se mettre à distance de ce que nous avons fait, de ce qu'ils ont fait, de ce que chacun d'eux a fait? L'idée de réflexivité, c'est, alors, l'idée de métacognition, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. Elle n'est pas propre seulement à la fin de la séance. La réflexivité peut avoir lieu tout au long de la séance. Pourquoi tu dis ce que tu dis? Tu pourrais le dire autrement? Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Activité, réflexivité et transfert. Apprendre, c'est faire, donc, activité. C'est se regarder faire, réflexivité. Et c'est utiliser dans un autre contexte, c'est l'idée de transfert, ce que l'on a appris précédemment. Donc, quelle pédagogie? Alors, c'est faire vivre aux élèves ces situations, mais c'est aider les élèves à identifier ces compétences de vie. C'est-à-dire que progressivement, dans la classe, on s'interroge sur ce qu'on a fait depuis qu'on est rentré en classe et à travers ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris peut-être des maths, mais on a appris plus que des maths. Qu'est-ce qu'on a appris? À un certain moment, on était en groupe. Alors, on a appris à coopérer, mais qu'est-ce que ça veut dire, coopérer? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour coopérer? Donc, l'idée de compétences de vie, c'est de faire vivre aux élèves ces compétences de vie, mais c'est aider les élèves, en quelque sorte, à comprendre et à se mettre à distance de ces compétences de vie. Au passage, je signale que la vie scolaire dans un établissement, c'est un support de compétences de vie au même titre que les apprentissages. On en fera un carrefour d'ailleurs si vous êtes intéressé. Alors, je vais illustrer tout ça à travers trois exemples d'activités d'apprentissage. Alors, moi, je dis apprentissage-enseignement,
L'école est un lieu d'abord d'apprentissage et l'enseignement est au service des apprentissages. Et à travers ces 3 activités, les compétences de vie qu'elles renferment. Première activité, on est au cycle 3. En primaire, l'enseignant a rapporté et le projette ou la photocopier, le cas échéant, projette ou photocopie ces 2 tickets de caisse. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le ticket de caisse 1, le ticket de caisse 2, et pose les questions qui apparaissent là à gauche. Les questions, Julie, c'est premièrement, voici 2 tickets de caisse égarés par 2 clients dans un supermarché, laquelle a acheté des mandarines, laquelle a acheté du pain, si on sait lire, on va le trouver facilement, laquelle a le plus dépensé, laquelle a acheté le plus grand nombre d'articles. On est en pleine mathématiques, vous allez me dire, mais si je regarde, merci pour la suite, Julie, si on regarde ce qui en est, quels sont les savoirs qui sont nécessaires pour répondre à cette consigne? Il y a des connaissances disciplinaires d'ordre mathématique. Il faut maîtriser la numération, le sens et la technique des 4 opérations. Bon, je passerai rapidement. Il y a des compétences d'ordre scientifique, parce qu'on demande, la dernière question, c'est quelles sont les autres questions que vous pourriez vous poser. On demande aux élèves peut-être de problématiser, mais il y a des attitudes aussi. Ces attitudes, elles sont de l'ordre de chercher, à travers la dernière question, à se rendre curieux et à se rendre créatif. Alors, c'est d'une simplicité peut-être confondante, ce que je suis en train de dire. Mais je regarde, si vous voulez, avec un effet de loupe, ce qui se joue chaque fois qu'il y a une situation d'apprentissage. Et j'en arrive à la conclusion que chaque fois qu'il y a une situation d'apprentissage, on a affaire à un élève qui a maîtrisé des connaissances, voire des compétences disciplinaires, et qui simultanément a maîtrisé un certain nombre de skills, un certain nombre de compétences de vie. L'exemple suivant, au début du collège, la consigne initiale, c'est « regroupez-vous par 3 pour écrire un texte de 6 phrases en arabe qui parlera de notre école ». Eh bien, quels sont les savoirs qui sont nécessaires pour répondre à la consigne? Des connaissances disciplinaires, évidemment, d'ordre linguistique, d'ordre langagier et d'ordre communicationnel. Et il y a des attitudes, on pourrait les lister, la créativité, la coopération, la participation, la négociation, la communication, l'esprit critique. Alors évidemment, il va falloir ne pas se satisfaire de ces termes très généraux. Il va falloir dire qu'est-ce que c'est que la créativité. Il va falloir dire qu'est-ce que c'est que la négociation. Il va falloir dire qu'est-ce que c'est que développer un esprit critique. Et si on poursuit ensemble, évidemment, on rentrera en quelque sorte dans les attributs de chacune de ces compétences de vie. Dernier exemple, physique au lycée, je vais vous montrer une expérience et à quel résultat va-t-on aboutir. Alors, l'expérience, il s'agissait d'une... donc, il y a un aquarium qui va être rempli d'eau, il va y avoir une boule en mousse et il va y avoir une bouteille fermée. Il y a le bouchon, mais la bouteille a été coupée au milieu. Et on va, donc, dans la diapositive suivante, proposer aux élèves 4 types de réponses possibles. Alors là, on a schématisé ces 4 choses. Et voilà les 4 types de réponses possibles. Donc, la bouteille perforée, ouverte ici, le ballon, on va appuyer sur le ballon avec la bouteille et 3 types de réponses possibles, A, B ou C. C'est pour vous amuser quelques instants que je fais cette proposition. Évidemment, quand on a compris que l'air, c'est une matière, au même titre que l'eau, au même titre que le plomb, au même titre que la matière plastique, si l'air est une matière, alors l'air va appuyer sur le ballon et la seule réponse possible, c'est la réponse C. Je vous laisse méditer cela. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est quelles sont les compétences disciplinaires qui sont en jeu et surtout quelles sont les compétences de vie, et évidemment, être capable de se méfier de ce qu'on pense et chercher à le vérifier,
parce qu'on leur a demandé, le cas échéant, la possibilité d'expérimenter, faire preuve d'esprit critique, c'est la compétence de vie qui est ici la plus fondamentale. Alors, je résume. Tout à l'heure, j'ai résumé hybridation, transversalité. Dans un deuxième temps, j'ai résumé ce que je disais par compétence de vie et compétences disciplinaires. Quelle pédagogie mettre en place pour faire exister des compétences de vie? Une pédagogie de l'activité, de la réflexivité et du transfert, dont je disais ce sont trois très intéressants, me semble-t-il, analyseurs d'une situation pour un enseignant. C'est se poser la question, quelle activité ont pu avoir les élèves dans l'heure qu'on a passée ensemble? Est-ce qu'il y a un moment où je les ai aidés à se mettre à distance de ce qu'ils ont fait pour en appréhender en quelque sorte la manière dont ils ont procédé, et puis est-ce que je les aide à utiliser dans un autre contexte, ou est-ce que je vais les aider ultérieurement à utiliser dans un autre contexte qu'ils ont appris, tout ceci pouvant se résumer par deux termes. La pédagogie, c'est quelque chose de simple, on peut en faire quelque chose de simple, ces deux termes étant investigation et structuration. Est-ce qu'il y a un temps pendant lequel il y a quelque chose qui relève de la recherche, de l'investigation? Est-ce qu'il y a un temps pendant lequel on va mettre de l'ordre dans ce que les élèves ont pu découvrir, un temps de structuration? Alors, un deuxième carrefour, dans le temps qu'on passera ensemble, si vous êtes intéressé à ce qu'on continue ensemble, sera analyser des situations d'apprentissage-enseignement pour en extraire des compétences de vie, et puis ce sera s'arrêter longuement sur la question de la métacognition. C'est un terme et c'est une pratique qui mérite évidemment que l'on s'y... Comment aider les élèves à se mettre à distance de ce qu'ils font. Alors, invariablement, chaque réflexion pédagogique est assortie et est accompagnée d'une interrogation sur les outils d'évaluation qu'on peut se donner. J'en montre deux là qui ont un petit caractère ludique. L'esprit critique, appuyez s'il vous plaît, Julie. Voilà, ça m'amuse, moi, ces choses-là. Encore une fois, c'est... vous voyez, quand je disais tout à l'heure, on ne peut pas se satisfaire d'esprit critique. Voilà, par exemple, au niveau du collège, la manière dont on a décliné l'esprit critique. Manifester un esprit critique, c'est d'abord peut-être donner son opinion. C'est argumenter son opinion, ce qui serait une deuxième étape. C'est relativiser, le cas échéant, son opinion. Et c'est accepter au départ une opinion qui soit contraire à la sienne. Donc on a un travail à faire, qui est de caractériser les attributs des compétences de vie qu'on aura retenues. Le deuxième image concernant un outil d'évaluation, c'est par rapport à la coopération. Voilà, si on clique, c'est accepter difficilement de travailler avec les autres. Ça, c'est une entrée. C'est savoir choisir avec qui on a coopéré. C'est troisièmement, travailler facilement avec d'autres. Et c'est quatrièmement, pour les élèves qui sont le plus à même de coopérer, c'est d'assumer facilement un leadership. Donc, on ne peut pas ne pas s'intéresser à l'idée que pour réussir à l'école, il faille maîtriser des connaissances, mais il faille maîtriser aussi des savoir-faire, des méthodes d'action, des compétences de vie. Je regroupe tous ces vocables sous le même terme de compétences de vie, et c'est arrêtez de vous amuser, Julie, arrêtez de vous amuser. Cela donnera lieu à un troisième carrefour qui sera de réaliser une variété d'outils d'évaluation des compétences de vie. Je veux dire que la pratique du portfolio, des grilles d'observation du comportement, des documents d'auto et de co-évaluation, évidemment, sont en jeu. Alors, je vais terminer. Ce par quoi on commence en général. Pourquoi s'intéresser aux compétences de vie? Il me semble pouvoir y trouver trois réponses dans un premier temps. Je disais tout à l'heure, pour qu'un élève ne soit pas réduit à une note, pour que ses potentialités soient considérées,
Rappelez-vous comment on embauche aujourd'hui un jeune diplômé, comme d'autres diplômés auront les mêmes qualifications que lui à travers ce qui en est de ses diplômes, on le recrutera sur d'autres choses. On le recrutera sur des soft skills qui auront été peut-être développés par des compétences de vie. Et puis je disais, plus fondamentalement, c'est considérer que toute la dimension de la capacité à agir avec d'autres et simultanément la capacité à avoir conscience et confiance en soi sont importantes. Et à travers ce que je viens d'évoquer, il me semble qu'il y a une autre manière de répondre à pourquoi s'intéresser aux compétences de vie. C'est la diapositive suivante, à travers les réflexions pédagogiques que l'on a eues. C'est parce qu'apprendre exige la mise en œuvre de connaissances et de modes de pensée et de comportement, parce qu'apprendre exige la mise en œuvre de connaissances, mais aussi de modes de pensée et de comportement. Du reste, pour avoir travaillé par étudiants interposés dans des lieux où existaient dans la région de Vaux-en-Velin des élèves en grande difficulté, les élèves qui sont le plus en difficulté sont ceux qui, en général, pensent ne pas avoir prise sur leur propre fonctionnement. Quand on leur demande qu'est-ce qu'il faut pour réussir à l'école, la réponse que l'on obtient très souvent, c'est savoir bien écouter, monsieur, savoir bien entendre. Et moi, c'est vrai que j'écoute pas assez. En quelque sorte, comme si les oreilles étaient de vastes entonnoirs dans lesquels les propos d'un maître allaient rentrer. Mais l'idée qu'on peut avoir prise sur les choses, parce qu'on a des potentialités qui s'affirment à travers les compétences de vie, c'est peu présent. Donc, c'est aussi parce que, vous voyez, je disais compétences de vie, compétences pour vivre, mais compétences pour toute la vie, parce que ces compétences, qu'elles s'appellent créativité, esprit critique, qu'elles s'appellent négociation, qu'elles s'appellent participation, qu'elles s'appellent empathie, qu'elles s'appellent résilience, sont des compétences qui sont nécessaires toute la vie. Et enfin, pour que ces compétences soient l'occasion d'affirmer le couple, socialisation, individuation. Alors, on se retrouvera, si vous le souhaitez, par une série de 5 conférences. Cette soirée, c'était uniquement pour initier, et j'espère pouvoir avoir pu vous intéresser à l'idée plus générale de compétences de vie. Mais si vous êtes intéressé, on n'a pas arrêté encore la date de manière précise. Vous voyez, on peut se retrouver à 5 reprises, donc avec une réflexion plus élaborée sur le pourquoi s'intéresser aussi, pourquoi des systèmes scolaires différents s'intéressent aux compétences de vie, sur la nature, on pourra s'intéresser à la nature des compétences de vie, on pourra s'intéresser aux pratiques pédagogiques pour faire émerger les compétences de vie, on pourra s'intéresser à les questions de l'évaluation, et puis une question importante, c'est-à-dire que les compétences de vie, elles sont importantes pour l'appropriation de savoir, mais elles sont aussi importantes pour tout ce qui concerne la vie dans l'établissement, ce qu'on appelle généralement la vie scolaire. Voilà. Alors, il y a 2 manières peut-être d'échanger. Oh, c'est joli, tous ces visages. Il y a 2 manières d'échanger. D'une part, parce que vous prenez la parole, vous intervenez, tout le monde vous entend. Et puis, si pour des raisons diverses, cela n'est pas possible, eh bien, vous pouvez écrire comme certains l'ont fait, et Julie prendra en compte tout ce que vous aurez écrit et nous renverra des questions. Allez, je veux bien me lancer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement, madame. Bonjour. Je voudrais... Quelle différence faites-vous entre les compétences psychosociales et les compétences de vie, finalement? Oui, très bien. Très fréquemment, effectivement, on parle de compétences psychosociales, qui se résument à psycho et social. Et certaines des compétences de vie sont pleinement des compétences psychosociales. Mais il est d'autres compétences de vie qui ne sont pas de l'ordre du psychosocial. Voilà. Donc l'idée de compétences de vie englobe les compétences psychosociales, mais les déborde simultanément.
Et c'est vrai que actuellement, enfin, je ne sais quelle est votre activité, madame, chers collègues, on va dire, mais dans le domaine de la santé, par exemple, dans le domaine de la santé, on travaille énormément autour de l'idée de compétences psychosociales. Une question un peu pavée dans la mare, peut-être, c'est que pour développer ces compétences de vie chez les élèves, il faut déjà qu'on les développe chez nous-mêmes, qu'on les ait en nous, ou qu'on les travaille en nous. Donc, est-ce que ce n'est pas peut-être un préalable pour pouvoir ensuite passer à une pédagogie qui permette de le faire passer aux élèves? Alors, que ce soit déjà par l'exemple, évidemment, mais aussi tout simplement, faut les maîtriser, ces compétences de vie, pour les enseigner. Merci pour cette belle question. En définitive, effectivement, c'est très difficile de faire coopérer des élèves quand un enseignant ne parvient pas à coopérer avec d'autres enseignants. C'est très difficile de développer une pensée créative quand soi-même, je ne sais pas, comme enseignant, on aurait tendance à suivre les pages d'un manuel sans jamais chercher à apporter un peu de plaisir personnel dans ce qu'on enseigne. Donc, la question que vous posez, c'est la question de la formation. C'est la question de la formation. Peut-être une deuxième question. Je suis enseignante en cycle 1, donc ça me parle beaucoup et ça m'interroge beaucoup depuis de nombreuses années. Et je me demandais si le parcours était aussi adapté au cycle 1, s'il était vraiment sur maternelle jusqu'au lycée. Écoutez, moi, le travail que j'ai pu conduire avec des équipes n'a pas pris en compte l'école maternelle. Voilà. Mais a pris en compte une partie du cycle 1, quoi. Grande section. Voilà. Merci. Ça m'a semblé très intéressant, merci. Moi, j'ai une question par rapport à, parce que bien sûr, vous avez parlé de compétences de vie, surtout dans la salle de classe, c'est-à-dire à partir des matières, les mathématiques, la physique, la littérature, etc. Aussi la vie scolaire, vous avez parlé un petit peu de la vie scolaire, j'imagine des instances comme le conseil de la vie lycéenne, collégienne, etc. etc. Mais peut-être comme ma question, est-ce que ça suffit? C'est-à-dire, dans le système anglo-saxon, moi je viens des deux systèmes, un petit peu le système français, mais aussi le système anglo-saxon. Quelquefois, on a des instances particulières ou des dispositifs particuliers pour aider justement dans cette démarche des compétences de vie. Je pense par exemple aux assemblées. Je pense par exemple aux activités parascolaires qui sont organisées au cours de la journée scolaire, pas après. Je pense aussi par exemple ce que dans certaines écoles on appelle le mentorat, mais qui a été développé par M. Michel Tozzi, par exemple, en tant que discussion à visée philosophique et démocratique. Est-ce que vous pensez que ça suffit seulement d'essayer de transmettre ou de faire développer ces compétences de vie au sein des matières, ou est-ce qu'il faudrait, dans notre réseau, en général, dans le système d'éducation français, peut-être promouvoir d'autres dispositifs qui sont déjà utilisés par d'autres systèmes? Oui, elles sont merveilleuses vos questions. Alors, par exemple, je travaille avec le Maroc, je travaille au Maroc, et au Maroc, on s'est intéressé à l'existence des compétences de vie dans le cadre des apprentissages disciplinaires, les compétences de vie dans le cadre de ce qu'on appelle la vie scolaire, tout le temps que passe un élève au collège, depuis qu'il y rentre le matin jusqu'au moment où il en sort le soir, et aussi dans les activités de club, dont j'ai découvert qu'elles sont très développées dans certains établissements. Mais vous avez raison, il y a beaucoup d'autres lieux dans lesquels il est possible de faire exister des compétences de vie ou de s'intéresser aux compétences de vie. Ceux que vous avez évoqués, les ateliers de Michel Tozzi en sont un exemple particulièrement éloquent. Les assemblées en sont d'autres
enfin, sur d'autres situations. Mais vous voyez, quand on s'intéresse aux compétences de vie, ne serait-ce que dans la vie scolaire, à ce moment-là, on se dit, mais comment j'organise le conseil de fin de trimestre? Mais est-ce qu'il est possible de faire en sorte qu'une instance de médiation existe dans l'établissement, de sorte que quand il y a des conflits, ce ne sont pas simplement les enseignants qui règlent ces conflits, mais ce sont aussi des élèves qui font partie. Enfin, vous voyez, donc la question que vous posez, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle fait retravailler, en quelque sorte, tout ce qui se passe à travers ou dans l'écosystème établissement. Alors, ce que je vois aussi intéressant, c'est de ne pas abandonner l'idée des compétences de vie au cours des apprentissages scolaires. Ce serait un risque, reléguer les apprentissages, les compétences de vie en dehors de la classe, ou cela existe aussi dans un certain nombre de situations où l'on organise des temps spécifiques pour les compétences de vie. On va par exemple, et il y a beaucoup d'exemples sur la créativité, vous voyez, la créativité ou l'esprit critique, on va organiser des temps spécifiques en pensant qu'à travers des activités non disciplinaires, on va développer la créativité, l'esprit critique et beaucoup d'autres. C'est intéressant, mais ce qui me semble aussi intéressant, c'est aider l'élève à prendre conscience qu'il a ses compétences, qu'il peut ou qu'il ne les a pas, en tout état de cause, qu'il peut les développer et la manière dont il peut les développer. Donc, moi, je suis adepte de se dire, dans un établissement, en fonction de la richesse des enseignants, en fonction de la vie de l'établissement, quels sont tous les lieux pendant lesquels il est possible d'aider l'élève à se vivre comme un être bio-psycho-socio-épistémique, pour reprendre le jargon que j'évoquais tout à l'heure. Merci encore de cette question. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir selon où on est. Merci pour cette intervention. Moi, je rejoins ma collègue Catherine Pestis sur ces compétences-là que les collègues devraient d'abord maîtriser avant de chercher à les inculquer finalement. Je suis directeur d'une école qui n'a pas vu un élève en vrai depuis 1 an et demi. Et aujourd'hui, en conseil de cycle, il a été question de l'évaluation. Forcément, si on parle compétences, notre système est ainsi fait. En face, il y a l'évaluation. Et cette maladie qu'on a à vouloir mesurer, chiffrer ces compétences-là. Et du coup, moi, je connaissais plus tout les compétences de vie, donc je suis là aussi très curieux. Et j'ai fait le lien avec les compétences psychosociales dont on a parlé aujourd'hui. Et les collègues ont posé la question, d'accord, mais comment on évalue une compétence psychosociale? Je pense qu'il y a un effort, je pense, à faire d'abord auprès de nos enseignants, les sensibiliser à ces compétences-là avant qu'ils soient capables de les enseigner. C'est le choc finalement de ce que vous dites aujourd'hui et de ce que l'école est en réalité, hélas. C'est un outil d'évaluation finalement. On évalue beaucoup nos élèves. On ne peut pas faire sans ça. Et donc, les compétences de vie rentrent finalement un petit peu en conflit avec ce système d'évaluation qui est encore pire chez les plus grands. Oui, oui. Mais je vous suis complètement. Hein. On passe parfois plus de temps à évaluer qu'on passe de temps à enseigner. Mais en même temps, je veux dire que si on enseigne, c'est parce qu'on se définit un certain nombre d'objectifs, de finalités auxquels on croit. Et la question de l'évaluation, on ne peut pas réduire les apprentissages à la question d'évaluation, mais on ne peut pas gommer la question de l'évaluation de la question des apprentissages. Et il me semble, à ce moment-là, que ce sur quoi, ou ce autour de quoi on a à travailler, c'est la variété des modes d'évaluation. Je veux dire que, je l'ai cité tout à l'heure très rapidement, mais l'auto-évaluation,
c'est un mode d'évaluation. La coévaluation, c'est un mode d'évaluation. L'existence d'un portfolio, c'est un mode d'évaluation. Je me reviens comme ça par association rapide. L'idée d'un enseignant de troisième en collège, de fin de collège, qui a proposé à ses élèves d'écrire pour un proviseur de lycée. Alors chez vous, ça sera plus facile parce que c'est vous qui êtes principal et puis proviseur. Donc il a demandé aux élèves d'écrire ce dont ils se sentent capables, qui leur paraît important, pour que ce soit pris en compte par le proviseur du lycée. Et un élève a écrit des choses qui pourraient paraître vraiment secondaires, du type je suis capitaine de l'équipe de foot et c'est moi qui ai la responsabilité des maillots. C'est moi qui les lave. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est la machine à laver de sa maman, mais en tout cas, il a écrit que pour lui, c'était important d'être capitaine et de prendre en compte, en quelque sorte, quelque chose qui relève d'un fonctionnement collégial. Eh bien, cette manière d'évaluer quelque chose que, pour moi, j'apparente à un attribut de la coopération est important. Je veux montrer par là même que l'évaluation peut prendre des formes différentes et qu'elle peut s'intéresser à des manières de faire, de penser et d'agir des élèves auxquelles on ne pense pas forcément. Et les compétences psychosociales, ce qui les rend difficiles, c'est que soit cela renvoie parfois à des grilles d'observation de comportement qui sont des grilles extrêmement longues, qui sont des grilles qui sont utilisées seulement par l'enseignant, alors qu'il est possible de construire avec les élèves, et nous en parlerons, des documents d'évaluation de comportement qui sont simples et qui ne cherchent pas à s'intéresser à tout ce qui serait intéressant. Dans le même sens, l'enseignement à distance qu'on a connu cette année a permis quand même aux enseignants de remarquer ces compétences-là. Les enfants ont développé des compétences qui d'habitude sont invisibles à l'école en présentiel. Oui, je l'ai entendu ça, notamment autour de l'idée d'autonomie. Les élèves qui ont été le moins perdus sont les élèves pour lesquels les enseignants ont l'habitude de les faire travailler de manière autonome. Je prends l'exemple, enfin, non pas caricatural, mais modélisant de la manière dont certaines classes fonctionnent avec le samedi, enfin en fin de semaine, ce que l'on va faire, l'identification de ce qu'on va faire la semaine suivante et de ce que chacun aura à faire la semaine suivante. Pour illustrer l'idée d'autonomie, très importante pour tout ce qui est de l'ordre du distanciel, pour ce qui est de l'ordre du présentiel aussi, mais pour tout ce qui est de l'ordre du distanciel. Julie, je vous ai interrompu. Non, je vous remercie pour les précisions et cette invitation géniale de ce principal à demander à ses élèves, mais de quoi es-tu capable et qu'est-ce qu'on devrait prendre en compte et explique-moi en quoi, enfin je veux dire, une façon de s'adresser aux élèves plus que bienvenue. Et seriez-vous d'accord, je sais qu'on a dépassé le temps, mais pour prendre une dernière question qui a été posée dans la boîte de dialogue. Bien sûr. Gwenola Conny vous demande si la méditation, l'enseignement et ou la pratique dans le cadre scolaire peut être envisagée comme une compétence de vie. Quelle question. Il faudrait s'entendre sur le terme méditation parce qu'il recouvre des réalités qui sont si différentes que ce qu'on appelle méditation, c'est parfois le yoga, et ce qu'on appelle méditation, c'est parfois quelque chose qui est beaucoup plus proche d'activités religieuses. Donc, si on exclut cette dernière possibilité, tous les temps que l'on peut se donner
pour arriver à avoir conscience de soi et de la manière dont on fonctionne, sont des temps qui ne font que développer les potentialités de chacun. Enfin, si ce soir, chacun de nous, méditant, mais méditant avec une plume à la main, qui est aussi une forme de méditation, s'extraire de son contexte pour arriver à écrire quelles sont les potentialités qui lui paraissent le caractériser et dont il pense qu'il ne les utilise pas suffisamment dans le cadre de son activité professionnelle, ce serait une possibilité de méditer comme votre personne le suggère. Je vous donne, si c'est la dernière question, on va en rester là. Je regrette simplement qu'on ne puisse pas poursuivre, mais... mais oui, on va poursuivre. Enfin, si vous êtes d'accord pour poursuivre, oui, certains vont devoir nous quitter. C'est juste ça, parce qu'il y a encore une dernière question. Je vois quelqu'un, Nada, prenez le micro, puisque je vois encore une dernière question. On peut continuer. Oui, bonsoir. Ce serait plus efficace de poser la question. Comment changer l'attitude des profs qui considèrent que ces compétences sont banales ou bien ce n'est pas à nous d'enseigner? Par exemple, j'ai jeté un coup d'œil sur l'article que quelqu'un a mis dans le chat. La prof qui donne des câlins aux élèves avant d'entrer en classe, etc. Et il y a des profs qui sont encore traditionnels, si on veut dire, qui considèrent que les élèves doivent être assis, tout sage comme une image et ne rien faire, et juste écouter les profs. C'est une question à 1 000 € ou à 100 000 € que vous posez, madame? Très bien, puisque la livre libanaise est dévaluée, alors 1 000 € c'est trop. Je crois qu'il y a le problème de la formation, enfin, un des problèmes de la formation des enseignants, un des problèmes de la formation. J'ai écrit un livre qui a pour titre « Peut-on former les enseignants ?» Vous voyez, je crois qu'un des problèmes de la formation des enseignants, c'est qu'elle ne prend en compte que des compétences qui sont d'ordre académique. On recrute uniquement ou pratiquement uniquement à partir de compétences académiques. Et ma foi, effectivement, on peut être un érudit dans une discipline déterminée sans être à même de s'intéresser aux élèves. Je me souviens d'une thèse à laquelle j'ai participé tout d'un coup. C'était une thèse en didactique des sciences et c'était un enseignant qui a écrit cette thèse et les premiers mots devaient être quelque chose comme « Je connaissais tout des annélides polychètes ». Les annélides polychètes, c'est les vers de terre. Je connaissais tout des annélides polychètes. Je ne connaissais rien des élèves. On m'a dit que je pouvais enseigner. Je l'ai cru. Ben, je crois effectivement que très fréquemment, on se trouve confronté à des situations comme celle-là. Alors, comment faire en sorte? Je dis la formation. Je dis la formation. Et une fois que j'ai dit la formation, il faut que j'avance. Qu'est-ce que c'est que former? Est-ce que c'est mettre quelqu'un à la forme ou c'est aider quelqu'un à trouver sa forme? Et si aider, ça n'est pas mettre quelqu'un à la forme, mais c'est aider quelqu'un à trouver sa forme, alors la formation est un temps pendant lequel, effectivement, les moments d'analyse de la pratique sont des moments importants. C'est la possibilité, dans un établissement scolaire, de participer à la classe que fait un collègue et sans relation hiérarchique, de discuter de la manière dont on a vécu cette situation. Et puis le collègue viendra dans ma classe ensuite et on discutera, enfin, quelque chose qui est de l'ordre de la co-formation. Donc, je ne voudrais pas renvoyer trop vite votre question à une réponse qui soit par trop simpliste comme formation, quoi. Il faudrait maintenant prendre le temps de s'expliquer. Mais dans un établissement scolaire, je pense que dans un établissement scolaire, si le chef d'établissement donne la possibilité aux enseignants, les invite à participer à la classe d'autres établissements de manière réciproque, sans qu'il y ait de jugement de valeur,
mais bon, tu es prof d'histoire géo, je suis prof d'histoire géo, ben écoute, là, je suis content de la classe que j'ai préparée, viens donc, viens donc. Voilà. Et on en discute après. Et après, moi, j'irai dans ta classe. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui commence à se nouer à partir de là. Moi, une formation, je pense à des chefs d'établissement très coquins. J'en ai connu un comme ça, qui était très coquin et qui m'a expliqué que lui, pour participer très modestement à la formation des enseignants de son établissement, il mettait en salle des profs des documents. Il ne s'agit pas de mettre des livres, il mettait des documents d'une demi-page, comme ça, constamment, en quelque sorte. Il alimentait une réflexion possible des enseignants à partir des documents qui lui paraissaient intéressants pour participer de leur formation.